Pour lancer, c'est lancé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue donc à cet atelier du mois de la création reprise d'entreprise 2023, 20e édition de cet événement annuel organisé par Initiative Somme France Active Picardie avec donc comme co-organisateur la Chambre de commerce Amiens Picardie. Merci donc à nos soutiens financiers qui nous ont permis d'organiser ce mois, donc nos partenaires bancaires, donc Caisse d'épargne Crédit Agricole, l'Ordre des experts comptables, avec le soutien également de nos partenaires des territoires, comités de communes et communautés d'agglomération. Et il y a également donc un partenaire assureur qui est Groupama qui intervient également dans nos webinaires et sur le terrain. Merci à vous en tout cas de nous accorder du temps. Donc cet événement est à destination de tout porteur de projet de création reprise d'entreprise, quel que soit donc son mode de fonctionnement et toute personne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. Donc des thématiques, des ateliers thématiques, des ateliers techniques pour vous informer et vous inviter surtout à être accompagné dans l'élaboration de votre projet. Donc aujourd'hui, donc un atelier, je dirais, primordial et indispensable puisqu'on va parler d'argumentaire. Voilà, vous allez vous installer, il va y avoir besoin de convaincre des financeurs pour démarrer dans de bonnes conditions et avec les moyens nécessaires. Donc aujourd'hui, 3 intervenants, Monsieur Noulez qui va se présenter, Monsieur Sueur et Monsieur Saumon qui vont participer à notre atelier. Et on va donc parler d'argumentaire, pourquoi on vous invite à construire des prévisions financières et à quoi ça sert pour donner du sens à ce travail et vous convaincre de son utilité. Donc, je vais laisser peut-être Monsieur Saumon se présenter. Donc, bonjour, Christophe Saumon. Donc, je suis animateur pour le marché des pros auprès de la Caisse d'épargne de Hauts-de-France. J'interviens plus spécialement sur la Somme. Voilà, donc un partenaire bancaire. Donc, merci Monsieur Saumon. Monsieur Sueur? Bonjour à toutes et à tous, Wilfried Sueur, donc je suis directeur de secteur sur toute la partie Vimeux et Côte Picard, donc responsable de 13 points de vente. Et puis je suis issu du monde des professionnels puisque j'étais chargé de clientèle professionnelle il y a quelques temps. Et je vous remercie de m'avoir invité. Ben, merci à vous en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir rejoints aujourd'hui et Monsieur Noulez à qui je vais très vite passer la parole puisque Monsieur Noulez donc va nous parler de technique, de construction de ce montage financier et ensuite nos 2 partenaires bancaires apporteront leur regard donc sur qu'est-ce qu'ils attendent d'un porteur de projet quand il y a ce premier rendez-vous pour venir solliciter donc un financement. Monsieur Noulez, je vous laisse vous présenter. Je vais vous passer la parole. Alors, comme d'habitude, donc, pour les nouveaux surtout, donc n'hésitez pas à mettre vos questions de côté et donc à les envoyer. Et donc, à la fin de l'atelier, donc nous poserons vos questions à nos 3 intervenants pour que vous ayez des réponses donc à ces questions. Donc, écoutez, bon atelier et je passe la parole à Monsieur Noulez. Merci Madame Pilon, bonjour à tous, donc bienvenue. Donc effectivement, je suis Michael Noulez, je suis expert comptable dans le département de la Somme, donc et plus particulièrement surtout l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Et j'interviens dans cet atelier pour le compte de l'Ordre des experts comptables des Hauts-de-France, comme ça figure sur mon arrière-plan. Donc on va sans tarder attaquer notre webinaire de ce jour. Alors avant, en introduction, il est quand même été nécessaire et utile de repréciser certains points, puisque le mois de la création, effectivement, a commencé le 2 octobre 2023, qu'en ces débuts de mois de la création, dans l'atelier en présentiel que nous avons tenu à la Chambre de commerce d'Amiens, nous avions évoqué la présentation du projet. Donc c'est ce que vous voyez juste sur l'écran en premier point, c'est donc comment je prépare mon projet, donc de création ou de reprise d'entreprise, à quel professionnel je fais appel et quelles sont toutes les informations que je dois collecter pour mener à bien ce projet. A été suivi des webinaires sur le choix de la forme juridique, puisqu'on a évoqué en webinaire en animation avec Madame Pilon, un premier sur l'entreprise individuelle, dans lequel on évoquait effectivement le choix du statut social et fiscal. Et on a aussi animé un autre webinaire dans lequel aussi intervenait le partenaire Groupama sur SAS, SARL, le match. Effectivement, qu'est-ce que l'on choisit comme structure juridique si on fait le choix de la société plutôt que de l'entreprise individuelle. Donc,
une fois avoir déjà travaillé sur ces éléments, maintenant, il va falloir travailler sur les besoins financiers et quelles vont être les prévisions de ressources qui vont être nécessaires pour pouvoir construire votre plan d'affaires. Parce que c'est seul l'ensemble de ces éléments qui va permettre de déterminer donc si votre affaire est rentable ou va être rentable et de déterminer aussi quel est le point de l'équilibre financier, où on parlera effectivement dans la suite de points morts ou de seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum que je dois réaliser pour couvrir mes charges et éventuellement aussi, bien sûr, me rémunérer, que c'est quand même aussi un élément fondamental dans la construction de votre projet. Il faut que, effectivement, votre projet, vous puissiez en vivre. Hein, donc, c'est quand même nécessaire. Et éventuellement, comme le dit parfois Mme Pilon, aussi en faire vivre votre famille. Hein. Donc, c'est quand même un élément indispensable. Donc, dans les éléments qui peuvent vous aider à justement donc structurer votre projet, on a un très bon outil chez Initiative Somme France Active Picardie, hein, qui est le dossier Créasomme, que vous voyez juste à l'écran, donc qui va vous permettre d'avoir un fil conducteur parce qu'il est décomposé en plusieurs thématiques. Donc d'abord, il y a la partie qu'on appelle le créateur, c'est vous, donc qui je suis, quel est mon parcours, vers où je veux aller et comment je veux y aller. Ensuite, on a une deuxième partie sur le projet, son environnement. En fait, ben, effectivement, quel est mon projet de création ou de reprise d'entreprise et dans quel environnement, dans quelle activité je vais vouloir le réaliser. Et bien entendu, les besoins et moyens de production, puisqu'il va vous falloir des investissements pour réaliser ce projet. Alors, ça peut être des locaux, un véhicule, du matériel. Donc, on verra dans les plans de financement quelles sont les modalités dont on peut avoir besoin. Et bien entendu, il y a le dossier financier. Le dossier financier dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de business plan ou de plan d'affaires, sur qu'on est adepte d'anglicisme ou pas. Et donc, dans ce plan d'affaires, eh ben, on va effectivement trouver trois éléments sur lesquels on va travailler ce matin. C'est le plan de financement, le compte de résultat prévisionnel et le plan de trésorerie prévisionnel. Puisque c'est trois éléments qui sont indispensables pour pouvoir construire votre projet et bien sûr solliciter un financement. Vous ne pourrez pas donc obtenir une réponse d'un partenaire bancaire sans lui fournir ces éléments, puisqu'il a besoin quand même de connaître, indépendamment de ce qu'on a vu juste avant, votre situation, votre projet, l'environnement dans lequel vous voulez aller, mais il a besoin de connaître aussi la rentabilité, puisqu'il va quand même vous prêter de l'argent. Et dans ce prêt d'argent, il faut que vous soyez dans la capacité à le rembourser et il faut que vous puissiez démontrer que vous allez pouvoir le rembourser. Donc, le plan de financement est nécessaire dans un premier temps. Le compte de résultat, c'est est-ce que je vais être rentable? C'est ce qu'on a vu juste avant. Et le plan de trésorerie, c'est est-ce qu'effectivement ma trésorerie, donc tout au fil des 12 premiers mois d'activité, va permettre effectivement d'assurer l'ensemble de mes charges et le remboursement des financements que j'ai sollicités. Alors, on va donc tout de suite commencer par le plan de financement. Alors, le plan de financement, vous voyez, donc je vous disais, plan d'affaires, donc indispensable parce que si on a recours à des financements extérieurs, il faut les convaincre, ces financiers extérieurs, hein, parce que aujourd'hui, en fait, c'est vous qui allez pouvoir donc déterminer si on veut vous prêter de l'argent pour votre projet ou pas. Hein. Donc, c'est votre engagement et le fait que vous alliez aussi participer financièrement à ce projet qui vont constituer l'engagement et les financements que vous aurez à faire. Et c'est une partie importante de votre business plan ou votre plan d'affaires avec une question toute simple, en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de grands discours, c'est quels sont les capitaux nécessaires dont j'ai besoin pour lancer mon projet et est-ce que je suis dans la capacité à les réunir, ces capitaux? Parce que c'est effectivement bien de déterminer ce dont j'ai besoin, donc effectivement en termes de besoins et les ressources que je vais mettre en face, mais il faut aussi savoir si je suis capable de les réunir. Parce que si malheureusement, je n'ai pas cette situation qui se présente à moi, ça va être compliqué donc de mener le projet jusqu'au bout. Alors, on vous a donc présenté un premier plan de financement qui va s'appeler le plan de financement initial. Parce qu'en fait, le plan de financement n'est pas forcément
un plan de financement qui se présente à la création. Il peut y avoir le plan de financement qui se découle aussi tout au long de la vie de votre entreprise, parce que vous aurez besoin d'investissement et puis qu'il faudra aussi vérifier que le résultat dégagé par l'entreprise est dans la capacité à pouvoir rembourser les financements que vous avez sollicités. Donc ici, on a donc construit un plan de financement initial pour vous donner une idée. On est dans le cadre d'une reprise d'entreprise et plus particulièrement une reprise d'auto-école. Donc, parce que les éléments qu'on vous présente sont tous des éléments réels qui ont été présentés donc, à des partenaires bancaires et qui sont aujourd'hui en activité. Donc là, on a un créateur-repreneur qui souhaite acheter une auto-école existante et qui donc a négocié 25 000 € au titre du fonds de commerce. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il rachète entre guillemets les clients de l'auto-école qui existaient. Il va un peu moderniser cette auto-école parce qu'il trouve effectivement qu'il y a besoin de rafraîchir les locaux, de réinvestir dans du matériel informatique et aussi de revoir un peu le mobilier, surtout par rapport à la salle de code. Donc et on a chiffré par différents devis, donc ça nous coûterait à peu près 10 000 € sur ces différents éléments. Bien entendu, on a des frais d'acquisition, puisque qui dit fonds de commerce va dire droit d'enregistrement et éventuellement frais de notaire. Donc là-dessus, vous voyez que les montants sont assez faibles, puisque dans le cas présent, on a un seuil d'exonération de droit d'enregistrement à 23 000 €. Donc en étant à 25 000, on est juste au-dessus, donc on va avoir des frais qui vont être limités. Et puis on a quand même prévu un besoin en fonds de roulement, donc ça on l'évoquera juste après. Donc, c'est la trésorerie de démarrage, en fait, qui va être nécessaire pour pouvoir payer ses charges en attendant qu'il reçoive les fonds de ses premiers clients. Donc, notre créateur, le repreneur, a besoin de 40 000 €. Donc ça, c'est le besoin, il est écoulé. Et donc maintenant, une fois qu'on a ce besoin de 40 000 €, eh bien, il va falloir aller regarder où je vais les chercher. Donc, vous voyez, toujours besoin ressources. Donc, où il va aller les chercher? Il va faire deux schémas différents. Donc, il va déjà lui-même apporter 10 000 € sur les 40 000. 10 000 € avec le choix de mettre 5 000 € dans le capital social et 5 000 € dans le compte courant. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'effectivement, il est nécessaire de rappeler que le capital social, certes, vous mettez l'argent sur un compte bancaire que vous allez pouvoir utiliser pour votre activité, mais vous ne pourrez pas le reprendre. Il sera utilisé pour votre activité. Alors que l'apport en compte courant, lui, effectivement, c'est aussi une somme que vous mettez à disposition de la société donc pour pouvoir réaliser votre activité, mais il sera possible de le reprendre. Et donc, nos partenaires banquiers nous expliqueront ensuite l'intérêt de l'équivalence entre le capital social et le compte courant. Et puis, donc, on va solliciter donc, soit M. Sueur, soit M. Saumon, donc, sur le prêt bancaire, puisque ici, en fait, on sollicite un prêt bancaire de 30 000 € sur les 40 000 € de besoin sur 7 ans pour donc, faire assurer le financement de la création de l'entreprise. Donc, vous voyez, donc, ce n'est pas compliqué à partir du moment où vous avez bien fait l'inventaire de tous les emplois qui sont nécessaires pour reprendre ou créer votre entreprise. Donc, et après, il faut donc regarder ce que vous y mettez, parce que c'est quand même important. Ce que vous mettez dans l'entreprise, c'est aussi synonyme pour le partenaire banquier d'investissement dans l'entreprise et que vous y croyez. Parce que si vous ne mettez rien, on va se poser la question sur le fait que est-ce que vous croyez vraiment à votre projet. Donc ça, c'est quand même assez fondamental et on le répète assez souvent. Je sais que Mme Pilon le répète tout au long de l'accompagnement des créateurs-repreneurs qu'elle rencontre. Il faut vraiment croire à son projet. Quand on croit à son projet, on y met de l'argent, bien entendu. Alors, on a présenté juste derrière un plan de financement pluriannuel cette fois. Donc, juste avant, vous aviez un plan de financement initial. Donc, à la création, je fais donc l'état de ce que j'ai besoin et j'y associe les ressources. Et là, ici, en fait, je vais avoir l'origine et vous voyez qu'on a l'année N, N plus N plus 2. Donc, on fait un plan de financement sur l'origine plus 3 ans. Alors ici, on est sur une activité de création d'un centre d'audioprothèse. Donc, on a effectivement un dirigeant qui crée.
donc il ne reprend pas, il va créer un centre d'audioprothèse. Alors pour créer ce centre, il a besoin déjà de dépôt de garantie et de frais d'acquisition puisqu'il y a besoin d'un local. Quand on crée un centre d'audioprothèse, il faut bien recevoir des gens, donc il faut bien le faire dans un local. Donc il y a déjà 2 mois de dépôt de garantie de loyer et puis il y aura des frais liés à l'acquisition, à la création de la société. Il a besoin de faire des travaux donc, dans ce local puisqu'il est brut et de mobilier pour recevoir ses clients, ses usagers. Donc on la chiffre à 17 500 € hors taxe. Il a besoin d'appareils parce que les appareils audio sont nécessaires pour pouvoir effectivement prendre la mesure donc, des usagers et donc après les équiper. Donc les appareils audio sont à hauteur de 28 217 €. La cabine audio, qui est la cabine qui doit être une cabine dans laquelle en fait on ne peut pas avoir de son extérieur et complètement isolé, donc est chiffré à 11 735. Puis il doit acheter des stocks. Et acheter des stocks, c'est acheter les premiers appareils parce que s'il va en vendre, il faut bien qu'il en ait en stock. Et vous voyez le BFR de 12 000 € qui se trouve en bas. Et on a un relais de la TVA sur les acquisitions. Là, je ne vais pas m'étendre puisque effectivement, un de vos partenaires de bancaire vous renseignera de façon détaillée sur la TVA. Donc, ça me fait quand même 92 500 € d'emploi. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas négligeable. Donc, maintenant, même travail que précédemment, qu'est-ce que je sollicite pour pouvoir réunir ces 92 500 €? Déjà, je vais donc amener un apport personnel de 13 000 €. Je vais donc solliciter auprès de Initiative Somme France Active Picardie un prêt d'honneur de 6 000 €. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le prêt d'honneur, c'est quand même aussi un élément qui est intéressant. Je vais donc aller demander à la banque 2 choses, donc un emprunt de 62 000 € et le prêt de relais TVA de 11 502 €. Et donc là, j'équilibre mon plan de financement d'origine. Et ensuite, on va regarder les années N+1 et N+2 pour vérifier avec la capacité d'autofinancement de l'entreprise si je suis dans la capacité à rembourser les emprunts que j'ai sollicités dans le plan de financement d'origine. Et vous voyez qu'en fait, sur la première année, l'entreprise va dégager un résultat auquel s'ajoutent les amortissements de 10 901 €, 13 000 € en N+1 et 13 000 € en N+2 pour des remboursements d'emprunts qui vont de 7 008, 8 100 et 8 400 sur chacune de ces 3 années. Donc, on a donc un excédent de trésorerie. Donc, ça veut dire que par ce biais-là, on démontre la capacité de l'entreprise à pouvoir faire face au remboursement du financement qu'elle a sollicité auprès de la banque. Merci, Monsieur Noulez, pour cette première présentation du plan de financement initial et donc sur les 3 premières années. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Saumon qui va donc réagir par rapport à ce document essentiel du montage d'un projet. Puis ensuite, Monsieur Sueur, je vous passerai la parole juste après. Monsieur Saumon, allez-y sur ce premier tableau qui présente les besoins et ressources. Voilà. Donc sur le slide d'avant, on voyait bien donc l'apport. L'apport personnel est une donnée importante. Le partenaire financier va effectivement apporter une attention importante à l'apport. L'apport, en gros, c'est comment vous avez préparé votre projet. Voilà, comment vous avez mis l'argent de côté, quel apport vous êtes prêt à mettre pour démarrer la société. On va vraiment distinguer l'apport en capital social et l'apport en compte courant. Donc, ça a été très bien expliqué par le comptable. L'apport il doit être équilibré et cohérent, quoi. On doit avoir à peu près une bonne répartition entre l'apport en capital et puis l'apport en compte courant associé. C'est vraiment une donnée qui doit être cohérente et qui montre votre engagement pour créer votre affaire et donc à y investir un peu d'épargne personnelle. Donc, vraiment important d'avoir une cohérence au niveau de l'apport parce que c'est une donnée que la banque va regarder. La banque, elle va être OK pour financer effectivement l'agencement de l'auto-école, financer du véhicule. Effectivement, l'apport va être là pour couvrir la partie des frais, entre autres, quoi. Et toujours prévoir un apport conséquent, un apport cohérent et puis bien équilibré entre l'apport en capital social et l'apport en compte courant d'associé. Merci, Monsieur Saumon. Donc, effectivement, ça, parfois, quand on voit des capitaux apportés à 100 €, voilà, et puis 15 000 en compte courant, voilà, pour nous, ça ne nous va pas forcément très bien, quoi. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Sueur aussi pour réagir. Donc, effectivement, en tant que financeur, sur les ressources que doivent, voilà, je dirais, capter, collecter, donc les porteurs de projets.
Donc, dans l'ensemble de ces ressources, hein, donc on a effectivement, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc la partie apport qui est importante, mais on a aussi donc du coup le banquier, hein, qui va vous accompagner avec des financements. Donc sur ces financements, chose à savoir là-dessus, c'est qu'on va financer donc là on est sur le cabinet audiopotrésiste. Donc on va financer un certain nombre de travaux, de mobilier, d'appareillage, donc sur ces prêts bancaires-là que vous sollicitez. Donc on va respecter, hein, on va dire un petit peu la durée d'amortissement un petit peu de ce matériel ou de ces travaux. Parce que d'un côté, quand vous entrez à l'actif de votre entreprise, donc divers matériels, vous allez les amortir. Et nous, de notre côté, on va aussi faire un prêt bancaire sur une certaine durée. Donc là, sur ce type d'acquisition, on va plutôt être sur une durée de entre 5 et 7 ans. Hein, donc d'où les remboursements d'emprunts que vous voyez en année N, N+1 et N+2. Hein, donc on vient lisser quelque part cet investissement que vous faites à travers ce remboursement. Donc c'est toujours utile, hein, d'avoir recours bien sûr au crédit, d'une part parce que ça vient compléter l'apport que vous faites personnellement, et d'autre part aussi pour lisser, hein, dans le temps donc le coût de ces investissements. Donc ça, c'est la première chose je voulais, sur lequel je voulais insister. La deuxième, c'est le court terme, enfin le pré-relais TVA. Hein, donc là, on est sur une activité qui fait une déclaration de TVA. Qui dit déclaration de TVA dit récupération de la TVA. Donc ça veut dire que nous, on va vous accompagner en tant que banquier, hein, sur ce financement de la TVA. On voit bien que cette TVA sur les acquisitions, puisque vous allez les payer TTC, hein, mais elles vont rentrer dans votre compte, dans votre bilan, donc en hors taxe. Donc on a une TVA qui est évaluée sur ce tableau à 11 502 €. Et ben, on va couvrir au centime près ce besoin, qui va être un besoin qui est du court terme. Et donc, on va vous faire ce qu'on appelle un pré-relais de TVA. Et donc, on va vous prêter ces 11 502 €, hein, dit autrement. Et donc, une fois que vous allez récupérer cette TVA de l'État, eh ben, vous viendrez rembourser ce pré-relais. Voilà pour cette partie. Merci, Monsieur Sueur. Donc, moi, de mon côté, en tant qu'aussi financeur, chez Initiative Sol France Active Picardie, on s'adresse bien aussi à tout entrepreneur. Hein. C'est là, on a eu un exemple de société, on a parlé capital, apport en compte courant. Mais si on est dans le cas d'une entreprise individuelle, bien évidemment, l'apport doit être également, je dirais, prouvé quelque part. Hein. Donc, on peut amener aussi de l'apport en numéraire, hein, dans le cas d'une entreprise individuelle qui doit lui aussi être cohérent, hein, par rapport au projet. Et comme on le disait, donc surtout éviter l'autofinancement, parfois garder vos économies, hein, ça va faire le relais avec le point suivant, je pense, sur le BFR que M. Noulez va vous parler, d'où l'intérêt d'aller chercher voilà, différents types de ressources. Monsieur Noulez, je vous repasse la parole par rapport Merci. à Et la suite. votre remarque est très juste, Madame Pilon, puisque dans notre cabinet de prothèse, on était bien sur une entreprise individuelle, Voilà. puisque vous voyez, on a marqué apport personnel 13 000 € et on a volontairement mis entre parenthèses ou capital ou compte courant si on se trouvait dans une société. Mais là, en l'occurrence, on était bien sur un apport personnel puisqu'on est en entreprise individuelle, alors qu'effectivement, sur l'auto-école, on avait fait la distinction entre capital social et compte courant, puisqu'on était sur une société, donc une SARL, où effectivement il y avait un capital qui était mis et un apport au compte courant. Avant d'évoquer le BFR, je voudrais quand même rajouter un point sur le capital social, parce qu'il y a quand même un élément qui est important et que chacun doit prendre en compte, c'est qu'à minima, dans le capital social, je dois souvent trouver les frais liés à la création. Parce que ces frais liés à la création, je vais les supporter dans ma première année d'activité. Et donc, si je fais donc déjà une première année d'activité qui pourrait être déficitaire, j'aurai déjà consommé tout mon capital. Et ça peut être dangereux en matière donc de survie de l'entreprise, puisque quand l'entreprise perd la moitié de son capital, elle a une procédure spécifique à faire pour le reconstituer juridiquement. Donc c'est important et ça rejoint donc effectivement ce que vous disiez Monsieur Saumon et ce que vous disiez Madame Pilon sur le fait qu'on ne doit pas trouver des capitales sociales à 100 € parce que alors qu'on a dans le cas présent 3 000 € de frais d'acquisition. Vous voyez, donc
Si vous regardez le schéma et la cohérence, vous avez un BFR de 2 000 €, vous avez 3 000 € de frais d'acquisition, on retrouve 5 000 € dans le capital. Hein, donc c'est quand même un élément qui est extrêmement fondamental. Donc pensez toujours bien à cette logique donc de rapprochement de vos emplois et vos ressources. C'est pas anodin, on ne fait pas des emplois et des ressources qui ne correspondent pas entre l'un et l'autre. Hein. C'est quand même essentiel dans votre dossier. Alors, le besoin en fonds de roulement, on l'a évoqué à 2 reprises. Donc, dans notre auto-école, c'était 2 000 € et dans notre cabinet d'autoprothésie, c'était 12 230 €, puisque forcément, c'est une activité qui est un peu plus structurée. Et donc, le besoin en fonds de roulement, c'est le terme un peu barbare qu'utilisent les experts comptables. Hein. Donc, et puis qui est pris en compte aussi par les partenaires bancaires, puisque c'est un élément important, c'est qu'en fait, on va tenir compte du stock moyen, donc c'est-à-dire le stock dont vous avez besoin. Parce que donc vous avez vu que dans, par exemple, le cabinet d'autoprothésie, il fallait un stock de 5 000 €, puisqu'il lui fallait quand même 3 ou 4 appareils nécessaires pour démarrer son activité. On vient rajouter le crédit client. Alors vous allez me dire, c'est quoi le crédit client? Parce que c'est quand même une notion qui peut parfois vous paraître abstraite. C'est le temps que le client va mettre pour vous payer. Puisque vous avez alors l'activité auto-école ou audioprothèse, c'est des activités où souvent on est sur des ventes quasiment comptant, donc on a peu de crédit client. Mais si vous êtes sur une activité de service, le client il va utiliser donc les éléments légaux pour lui octroyer le crédit. Donc souvent vous allez payer à 30 ou 45 jours après que vous ayez émis votre facture. Donc il faut prendre en compte le temps que cet argent arrive, qui va donc être nécessaire pour payer l'ensemble de vos charges. Et donc de ce crédit client, on va enlever le crédit fournisseur qui est lui le contraire, c'est je ne vais pas payer mon fournisseur immédiatement, parce que le fournisseur lui-même va m'octroyer un crédit donc de 30 ou 45 jours ou maximum de 60 jours pour payer les factures que je lui dois. Mais quand on parle de fournisseurs, on parle essentiellement de fournisseurs de matières ou de marchandises, parce que votre propriétaire, si vous avez des locaux, ce n'est pas un fournisseur qui va vous donner un crédit pour payer votre loyer. Hein. Il faudra payer le loyer tout de suite. Hein, donc c'est donc les éléments dont il faut tenir compte, et c'est le point essentiel du besoin en fonds de roulement. Hein, dans le besoin en fonds de roulement, il faut que je sache du départ ce que je dois payer tout de suite, et ce, avant même qu'un seul euro arrive de mes clients. Voilà. Donc c'est ce que j'ai besoin au départ, ce que je vais devoir payer le temps que mes clients donc, me payent. Donc voilà, en essayant d'être le plus simple possible, ce que constitue le besoin en fonds de roulement. Donc là, dans ce travail, vous n'avez pas d'autre choix que de faire l'inventaire précis de toutes les dépenses que vous allez avoir et pendant combien de mois vous allez devoir payer ces dépenses avant que vous rentriez de l'argent de vos clients. Donc ça, c'est le travail que l'on fait. Donc moi, je sais qu'en qualité d'expert comptable, souvent, je fais un tableau dans lequel je mets en fait toutes les dépenses et le nombre de mois où je vais les payer avant effectivement qu'il y ait un seul centime qui rentre dans l'entreprise. Alors, vous allez dire, là, on est parti sur deux situations. On est sur des ventes comptants, mais on verra après, donc tout à la fin, sur le plan de trésorerie, ce que ça peut générer comme point nécessaire au niveau de l'apport par rapport à la trésorerie. J'y reviendrai de façon attentive. Merci, Monsieur Noulez. Donc, je vais inviter Monsieur Sueur donc à prendre la parole pour réagir sur cette notion effectivement, de besoin en fonds de roulement, de trésorerie de lancement. Ouais, souvent le BFR est souvent mal appréhendé, hein, donc moi je le résume souvent en disant que c'est l'argent dont l'entreprise a besoin en permanence, hein, pour financer son cycle d'exploitation. Et nous on le prend en compte, hein, évidemment, et souvent il est souvent financé par la trésorerie ou par l'apport des entrepreneurs. Or, on peut accompagner aussi, nous, en termes de financement, ce besoin en fonds de roulement. Et comme le dit Monsieur Noulez, plus on aura un inventaire large des besoins à couvrir par ce BFR, plus on sera en capacité, on va dire, d'accompagner aussi ce financement. Bon, voilà, donc dit autrement, on peut très bien avoir des très bons indicateurs économiques, hein, c'est-à-dire avoir une progression du chiffre d'affaires, avoir des fondamentaux au niveau des fonds propres de l'entreprise qui soient très solides,
mais avoir une trésorerie négative et qui vient planter l'entreprise parce qu'on n'a pas, on a minimisé, on va dire, ce financement de ce besoin en fonds de roulement. Donc, il faut vraiment être attentif à cet indicateur-là, hein, et je le répète, c'est vraiment l'argent dont vous avez besoin en permanence pour financer l'exploitation. Merci, Monsieur Sueur. Monsieur Saumon, votre regard de votre côté en complément? Donc entièrement d'accord avec le confrère. C'est vrai que c'est une notion super importante, faut pas la sous-estimer, surtout au démarrage de l'activité, parce que ça peut effectivement tout de suite mettre des difficultés sur le début d'activité. L'image, voilà, c'est vraiment de se dire, voilà, je paye mes matériaux tout de suite, mais quand est-ce que je vais être réglé? C'est super important je pense tout de suite aux artisans et la notion d'acompte, quoi. C'est vrai que dès que vous signez un devis ou un bon de commande, voilà, pensez à demander un acompte à votre client parce que vous allez acheter les matériaux. Prendre un deuxième acompte quand on attaque le chantier parce que pareil, vous commencez à mobiliser du personnel et vous commencez la prestation. Et en général, on va demander le solde à la fin de la prestation, donc 30%, admettons, à la fin, quoi. Et la notion d'acompte va être une des solutions pour accompagner effectivement ce besoin en fonds de roulement. Donc, super important à bien calibrer dès le début. N'hésitez pas à poser des questions aux fournisseurs. Voilà, vous me laissez combien de temps pour vous régler? Et puis à vos clients, voilà, est-ce que vous me réglez tout de suite, etc. C'est très variable selon les professions, mais on a des solutions effectivement pour accompagner ce petit décalage dans le cycle d'exploitation, soit par du découvert, voilà, qu'on peut calibrer par rapport à ce qu'on doit financer, par des solutions d'affacturage en fonction des clients avec qui vous travaillez, quoi. Mais vraiment une notion importante, et voilà, ne pas se retrouver en difficulté, surtout au démarrage. Donc, pensez à bien calibrer ce besoin en fonds de roulement. On a des solutions pour vous accompagner et pour que l'entreprise démarre dans les meilleures conditions. Merci, Monsieur Saumon. Donc, effectivement, nous, ce qu'on constate dans les porteurs de projets qu'on accompagne, c'est que c'est souvent sous-estimé, hein, ce besoin en fonds de roulement. Alors, à leur décharge, c'est un peu logique, ils croient à leur projet, donc sinon, ils n'iraient peut-être pas, mais ils y croient et de ce fait, ils sont confiants et ils pensent que le client va arriver très vite, hein, ce qui est tout à fait normal. Et donc, nous, effectivement, notre rôle dans l'accompagnement, c'est de mettre effectivement l'accent sur le fait que plus il y a d'oxygène, hein, et plus ça sécurise le décollage ou le lancement de l'entreprise et sa pérennité. Donc, d'où l'importance effectivement de passer du temps à ce calcul, aux besoins liés à ce besoin de fondement ou la trésorerie de lancement. Et on en reparlera sur le webinaire de la semaine prochaine, mais c'est effectivement notre outil de prêt d'honneur sert aussi à ça, hein, venir donc conforter ce besoin de trésorerie. Et vos outils aussi, les banquiers peuvent aussi parfois, parallèlement à un prêt d'investissement, aussi apporter un peu d'oxygène, hein, sur ce BFR. Monsieur Noulez, je vous repasse la parole pour avancer donc sur notre sujet. Merci. Et puis dernier point aussi sur le plan de financement quand même qui est fondamental, c'est pas non plus oublier si on va faire appel à une caution bancaire, hein. Donc, puisqu'il peut y avoir des cautions bancaires les financements qu'on demande et ces cautions bancaires ne sont jamais gratuites, hein. Donc, attention aussi à bien prendre en compte la commission de caution bancaire que vous aurez donc à verser puisqu'elle sera versée immédiatement lors de l'obtention du financement, donc du prêt, hein. Donc, soyez vigilants sur ce point-là parce que j'ai déjà retrouvé des créateurs ou repreneurs qui arrivent au cabinet et qui avaient déjà lancé leur projet et malheureusement, le plan de financement du départ avait dû être retravaillé parce qu'il y avait ces informations-là qui étaient un peu absentes. Donc, faites être vigilant à ces points-là parce que sur des petites activités, ce n'est pas hyper significatif, mais quand on fait de la reprise de fonds de commerce ou de sociétés existantes, en fonction des financements qu'on demande, ça peut être des montants qui peuvent être relativement significatifs. Et puis, de toute façon, c'est toujours intéressant de pouvoir aussi avoir une caution dans son financement, hein. C'est quand même un élément. Alors, donc on a vu le plan de financement, donc ce dont j'ai besoin, où je vais chercher l'argent, comment je vais rembourser cet argent. Et d'un autre élément qui va nous permettre de déterminer comment je vais rembourser cet argent, c'est l'activité prévisionnelle. Donc mon activité prévisionnelle, elle se résume aussi en une question. Donc est-ce que cette activité va générer un montant de recettes suffisant pour couvrir les charges et bien entendu les moyens humains, matériels et financiers que j'ai mis en œuvre. Donc quand on entend moyens donc matériels et financiers, c'est effectivement l'achat donc des éléments qu'on a vus dans les emplois du plan de financement, hein, donc fonds de commerce, matériel, etc. Et puis les moyens financiers, c'est ce que j'ai été donc sollicité comme financement, donc pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc ça va se passer par ce qu'on appelle le compte de résultat prévisionnel. Donc il va falloir construire donc une prévision de votre activité.
Donc, une prévision, elle peut se construire de façon différente selon trois options. Donc, on a cette option donc premièrement, une hypothèse pessimiste, en deuxièmement, une hypothèse neutre et en troisièmement, une hypothèse optimiste. Alors, d'entrée, je vous le dis, on ne présente jamais à un partenaire banquier un compte de résultat prévisionnel avec une hypothèse optimiste. Parce que si l'optimisme ne se réalise pas, eh bien, vous serez en difficulté. Donc, moi, dans mon travail de tous les jours, quand je fais un dossier, je présente toujours un compte de résultat prévisionnel en option pessimiste. Je n'utilise même pas le neutre. Parce que mon client, après, il me remercie en disant, effectivement, aujourd'hui, c'est le neutre ou l'optimiste qui s'est réalisé et donc j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. Parce que c'est quand même un élément qui est quand même hyper important, parce que si effectivement le pessimiste ne se réalise pas, vous serez automatiquement dans la difficulté et il faudra que vous ameniez de l'argent. Donc ça veut dire que le plan de financement qu'on a construit au départ sera à retravailler donc, à un moment donné, que ça soit juste après ou en année N+1, N+2 ou N+3. Donc il faut être extrêmement vigilant sur cette notion d'hypothèse. Alors, il sert à quoi notre compte de résultat prévisionnel? Il sert déjà à présenter le résultat que l'entreprise va dégager, que c'est quand même fondamental, puisque le résultat, c'est aussi ce que vous allez gagner si vous vous trouvez en entreprise individuelle ou comment vous allez vous payer si vous êtes en société. Est-ce qu'en fait, ce résultat va me permettre de couvrir mes besoins? Et on le construit généralement sous forme d'un tableau, puisque c'est la plupart du temps les éléments que l'on a. Et donc là, on vous a présenté un compte de résultat prévisionnel sur un food truck. Hein, donc effectivement, une activité aussi qui a 2 ans aujourd'hui, et pour lequel on a pu vérifier que les hypothèses qui avaient été prévues au départ sur les 3 années se confirment. Donc vous voyez, pour synthétiser, produit moins charge égale résultat. Et donc là, ce compte de résultat, on le voit donc avec cette notion de chiffre d'affaires, donc de matières nécessaires pour le réaliser, de charges externes, de paiement, donc de la rémunération du dirigeant et de charges financières, et au résultat qui reste à la fin. Mais on va peut-être laisser Mme Pilon, nos partenaires bancaires, nous donner leurs points importants sur les notions qu'on peut trouver dans un compte de résultat prévisionnel et je compléterai au final. Tout à fait. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Saumon, donc il va réagir effectivement sur ce sur ce compte de résultat prévisionnel. Et ensuite, je repasserai la parole à Monsieur Sueur. Alors, votre micro, Monsieur Saumon, il faut le rouvrir. Exact. Donc le document qu'on appelle le prévisionnel, pour moi, c'est un document qui est super important parce qu'il va à la fois permettre au client de se projeter demain dans son affaire. Donc c'est super important que lui, voilà, il comprenne bien voilà, les rentrées, mais surtout les charges et ce qui va donc rester à la fin du mois. Donc c'est un document qui doit apporter de la visibilité au chef d'entreprise. Pour moi, il doit être bâti effectivement avec le comptable qui discute effectivement, voilà, est-ce qu'on a la chance d'avoir un bilan du cédant et on peut comparer les résultats donc, du cédant pour construire le prévisionnel. Et puis, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on souvent, on n'a qu'un seul scénario. L'optimisme, on ne le regarde même pas. De toute façon, on n'en voit quasiment pas passer. On a souvent, c'est écrit, voilà, on se met dans un scénario plutôt pessimiste. Et c'est ce qui, voilà, je rejoins votre logique. Il vaut mieux se mettre effectivement dans la situation un peu plus stressée pour être, géré, averti. Et derrière, mettre tout en œuvre pour que tout se déroule pour le mieux, quoi. Donc, vraiment très important, le prévisionnel. Discutez-le avec, si possible, le cédant et surtout avec l'expert comptable avec qui vous allez le bâtir. Parce que chaque charge, effectivement, a son importance. Et après, c'est de le construire sur, effectivement, l'année N et de faire des projections sur les années futures. Parce que le but, effectivement, c'est que le chiffre d'affaires augmente. Mais si le chiffre d'affaires augmente, forcément que les charges vont augmenter. Et donc, c'est de s'assurer que tout est bien cohérent, quoi. Si j'augmente mon chiffre d'affaires, mais je n'augmente pas mes achats, ça ne tient pas la route, quoi. Si j'augmente mon chiffre d'affaires, j'aurai forcément des dépenses d'énergie, voilà, de carburant, d'électricité. Il faut que ce soit cohérent dans toute sa lignée, quoi. Donc, vraiment, le lire en échange complet avec le comptable. C'est un document qui est super important pour vous se projeter demain sur votre business et puis effectivement faire les projections sur les 2-3 années qui vont suivre. Voilà. Après, on pourra faire un zoom un petit peu plus sur la rémunération du dirigeant. Pareil, ça c'est une notion importante, hein. Vous créez votre affaire. Le but, effectivement, c'est de pouvoir en tirer plus ou moins rapidement, mais un revenu, donc un profit pour vous. Il est possible que dans la première année, vous soyez accompagné avec des aides. Effectivement, peut-être que la première année, dans un but un petit peu pessimiste, on fasse une rémunération du gérant à zéro, du dirigeant à zéro.
parce que on sait qu'on est accompagné parfois par l'ACRE ou des choses comme ça. Je dirais, ça, c'est important de le mettre dans le prévisionnel et justement, ça permettra de consolider la trésorerie pour les exercices futurs, parce qu'on sait voilà, que le cap des 2, 3 ans, etc., seront à passer, il y aura des rappels de charges. Donc, si la rémunération du dirigeant est à zéro, c'est parce qu'on a effectivement une subvention, je dirais une aide avec l'ACRE. Voilà, on ne prend pas de salaire tout de suite, ça consolide la trésorerie et par la suite, effectivement, on intégrera cette rémunération du dirigeant. Et le but du prévisionnel, c'est de s'assurer que la rémunération du dirigeant, elle passe bien par rapport aux rentrées attendues et puis aux charges, pareil, qu'on a chiffrées. Merci, Monsieur Saumon. Merci. Donc, oui, effectivement, donc certaines personnes qui sont allocataires de l'allocation de retour à l'emploi au niveau du Pôle emploi, s'ils ont pris cette option, peuvent effectivement maintenir leur chômage pendant un certain temps. Donc là, je vais passer la parole à Monsieur Sueur, donc aussi pour agir sur ce prévisionnel, les aspects chiffre d'affaires, charges fixes. Enfin, voilà, quel est votre regard quand vous recevez un prévisionnel? Entièrement d'accord avec mon confrère. C'est un document très important et souvent, quand c'est mal fait, quand on n'a pas l'appui d'un expert comptable, on arrive à le détecter assez facilement. Pourquoi? Parce que mon confrère le disait, c'est la cohérence. Et là, il y a une cohérence. Vous le voyez à travers ce tableau, puisqu'il y a une cohérence entre le développement du chiffre d'affaires, qui passe de 33 000 € à 90 000 € sur l'année N+2. Et on voit en face que l'achat de matières premières, on est sur du food truck, donc on achète du consommable, des aliments, et donc ces matières premières augmentent également en fonction de ce chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça il y a une cohérence. On peut le retrouver aussi à travers les charges fixes qui sont dans ce compte du résultat. Et nous, ce qu'on a l'habitude de faire en tant que banquier, c'est de le faire aussi à l'envers, c'est de se dire, voilà, souvent on a des compte du résultat plutôt optimiste, qui nous permettent à la fin, en bout de tableau, de dire: voilà, cette activité elle est rentable. Mais souvent ce compte du résultat, il a été bâti à l'envers. C'est-à-dire qu'on est parti du résultat et on s'est dit combien il faut de chiffre d'affaires pour avoir, ce résultat qui va me permettre, de me rémunérer, au passage. Mais voilà, c'est comment vous construisez votre chiffre d'affaires. Si, vous êtes dans un food truck, on va vous poser la question, combien de jours vous allez travailler? Quelle est va être votre fréquence de travail? Combien vous estimez quand vous allez avec votre food truck, mettons à Saint-Valery-sur-Somme, vous posez une journée, combien vous estimez que vous allez vendre de formules, et donc c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est-à-dire que c'est bien aussi de le voir sur l'aspect rémunération, mais il faut le regarder aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité, est-ce que mon entreprise est en capacité de vendre autant de formules sur une journée? Est-ce que j'ai assez de matières premières et de consommables pour couvrir le besoin de mes clients? Et est-ce que ça couvre l'entièreté de mes charges fixes? Et au passage, est-ce que je suis en capacité de me rémunérer? Voilà un petit peu le regard que nous avons. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, merci pour votre regard voilà, sur je dirais, la réalité du vécu d'un entrepreneur, puisqu'effectivement, on invite nous souvent les personnes à se projeter. On entend souvent, comment voulez-vous que je sache? Je ne suis pas devin, effectivement, personne n'est devin, mais c'est justement pour que vous ayez de la vision, des objectifs à atteindre et de voir si c'est réaliste, effectivement, au quotidien. Après, la réalité, elle sera au-dessus ou en dessous, on est bien d'accord, mais au moins ça vous permet aussi de suivre ce qui va se passer et de rectifier les choses, si vraiment, et puis de vous organiser et d'avoir une ligne de conduite à tenir. Donc en tout cas, merci à nos deux partenaires bancaires. Je vais repasser justement la parole à Monsieur Noulez parce que justement pour avoir une vue quotidienne des choses, donc on vous invite fortement à aller vers ce qu'on appelle donc le plan de trésorerie. Donc Monsieur Noulez, je vous repasse la parole. Merci Madame Pilon. Donc petit point complémentaire sur ce compte de résultat, puisque vous avez vu que Monsieur Sueur et Monsieur Saumon ont émis un certain nombre d'informations et ont certaines questions. Donc par exemple le nombre de formules, les charges fixes, etc. Alors comment a été construit le prévisionnel en question? En fait ici on a une personne qui crée une entreprise et qui ne va pas y consacrer 100% de son activité parce qu'elle dispose d'un poste salarié à temps partiel. Donc ça justifie la grosse variation du chiffre d'affaires entre N et N+2, puisqu'en N+2, elle y consacrera 100% de son activité. Vous voyez, donc déjà,
un premier élément parce que ça peut paraître bizarre de passer de 33 000 euros de chiffre d'affaires à 90 000, soit quasiment multiplié par 3 en 3 ans. Donc là, on a cet élément-là. C'est pourquoi elle ne s'y rémunère pas, puisqu'elle va y mettre l'investissement au départ, puisqu'elle a une autre source de revenus qui est son revenu salarié. Donc, mais par contre, en année N+1, comme elle va abandonner un peu de son temps salarié, il faut qu'elle compense un peu sa rémunération. Et comme en année N+2, elle abandonnera totalement son activité salariée, il lui faut une rémunération correspondante à ses besoins d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'est intervenu le calcul de 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros, parce que ce sont ses besoins. Le seul point qu'on peut reprocher dans ce dossier, c'est que notre créatrice n'a pas été chercher de financement et qu'elle a autofinancé le véhicule. Et donc ça, vous le constatez, sur la ligne charge financière, vous avez 0. Qu'est-ce que, ayant 0 sur la ligne charge financière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêts qui sont versés dans le cas d'un financement. Et pourquoi il n'y a pas d'intérêt? Puisque le véhicule a été financé à 100%. Elle n'a pas souhaité donc faire financer ce véhicule par un partenaire bancaire. Nous, on l'avait préconisé, mais ça n'a pas été son choix. L'autre point que vous pouvez noter, vous voyez, donc c'est dans les charges externes. Donc vous avez les honoraires liés à la création. Donc il ne faut pas les oublier puisque vous allez les retrouver en N, mais vous ne les retrouverez plus en N+1, N+2. Donc c'est quand même un élément fondamental. C'est une charge supplémentaire. Ces honoraires liés à la création, on en parlait tout à l'heure avec cette notion correspondante de capital. Et puis après, il y a quelques éléments. La première année, on ne paye pas de cotisation foncière des entreprises, donc c'est pour ça qu'on ne la retrouve pas. Et puis vous voyez l'amortissement. L'amortissement, c'est effectivement l'étalement dans le temps du financement de son véhicule, qui est un véhicule qu'elle a acheté d'occasion. Donc c'est pour autant qu'on n'a pas un amortissement très important. Et puis comme on est dans le cadre d'une société, et donc la rémunération est une dépense déductible au sein de la société, et on a un impôt sur les bénéfices qui est payé par la société, on retrouve un résultat net à la fin. Donc là, dans son cadre-là, le résultat net, il sert juste à faire fonctionner son cycle d'exploitation, comme le disait M. Sueur tout à l'heure, puisqu'il ne sert pas à rembourser des financements qu'elle n'a pas sollicités. Donc, si elle avait sollicité un financement, il est certes qu'il aurait éventuellement fallu faire un peu plus de chiffre d'affaires pour avoir un résultat net un peu plus confortable pour pouvoir assurer le remboursement du financement. Alors, donc cette notion de résultat net, elle est importante puisqu'effectivement, c'est la trésorerie qui va être dégagée par l'entreprise. Et donc, on va donc regarder cette trésorerie dégagée par l'entreprise de façon mensuelle. Parce que ici, vous avez un compte de résultat. Le compte de résultat, c'est donc la synthèse de l'année complète de l'exercice en termes de recettes et de dépenses. Et parfois, on peut avoir donc des différences de recettes et de dépenses dans les mois considérés de cette année. D'où la nécessité de ce qu'évoquait Madame Pilon, le plan de trésorerie, parce que les recettes que je vais encaisser tout au long de la première année, est-ce qu'elles vont permettre de faire face aux dépenses de la même période? Donc là, on va découper les 12 mois de l'exercice en chaque mois civil pour déterminer effectivement si je suis dans la capacité à pouvoir donc assurer mes dépenses avec mes recettes. Alors volontairement, on vous a présenté un premier exemple où on voit un trou. Donc tout de suite, vous voyez que dès le mois de juillet 2022 et jusqu'au mois d'octobre 2022, je suis en rouge à la banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, effectivement, soit l'apport que je fais au départ n'est pas suffisant, soit effectivement, les produits d'exploitation vont tarder à arriver et donc je vais me trouver dans la difficulté pour pouvoir assurer donc mes dépenses. Et là, tout de suite, ce qu'on constate, c'est qu'on oublie parfois la saisonnabilité. Parce que là, en l'occurrence, vous voyez que le mois de septembre est un mois où les produits sont plus faibles parce qu'effectivement, j'ai décidé soit de fermer au mois d'août ou soit j'assure moins de prestations sur le mois d'août. Donc, le décalage des 30 jours de crédit client font que j'encaisse effectivement le chiffre d'affaires du mois d'août qu'au mois de septembre. Et donc, en l'occurrence, vous voyez que le mois de septembre est le mois qui est extrêmement difficile à passer parce que je creuse
le trou de façon importante. Donc, il va falloir revoir ce dossier parce que là, en fait, en l'occurrence, ça ne va pas. Et donc, la solution où on voit qu'effectivement, on avait fait un apport de 19 000 € pour ce projet de création d'entreprise. Dans la deuxième partie, ben, notre apport va donc être nécessaire à 45 000. Vous voyez, donc ce n'est pas négligeable. On passe de 19 000 d'apport à 45 000 pour équilibrer mon projet au mois de septembre. Et vous voyez que mon projet au mois de septembre, j'aurai juste 2 972 € de compte bancaire positif. Donc, ça démontre particulièrement cet exemple-là, puisqu'on l'a volontairement donc, mis cet exemple en exergue de façon très importante pour que vous preniez conscience que eh ben, on peut se retrouver dans une difficulté très importante d'un mois, et peu importe qu'au mois de février 2023, vous voyez, j'aurai 55 000 € à la banque. Mais ce n'est pas parce que j'aurai 55 000 € à la banque au février 2023 que j'aurai réussi à passer les mois de l'été. Je ne les passerai pas. Donc, en l'occurrence, il faut y mettre l'apport. Ben après, l'apport, vous pourrez le reprendre, puisqu'on voit que la banque permet suffisamment de le reprendre et ça finance votre site d'exploitation. Mais en l'occurrence, il est nécessaire au départ pour pouvoir assurer donc les périodes de saisonnalité. C'est important. Merci, Monsieur Noulez. Donc, on va donc passer la parole donc, à nos partenaires bancaires. Donc, Monsieur Saumon, par rapport à ce plan de trésorerie qui est parfois, malheureusement, pas toujours construit, mais qu'on invite fortement à construire. Hein. Donc, je vous laisse la parole et ensuite, Monsieur Sueur interviendra. Ouais. C'est vrai qu'on ne l'a pas toujours, et il est pourtant super important. Le prévis il résonne année par année. Mais dans les 12 mois, c'est rare qu'on a 12 mois égaux. Et les rentrées, les charges peuvent être très variables d'un mois à l'autre. Donc l'effet de saisonnalité, pour prendre l'exemple du food truck à Saint-Valery-sur-Somme, on peut imaginer que les recettes effectivement de l'été vont être tout autres de ce qui va se passer entre novembre et puis mars. Donc ça, si le chef d'entreprise ne l'anticipe pas au travers d'un plan de trésorerie, ben voilà, on risque d'avoir des difficultés. Et c'est vraiment important de se projeter mois par mois les recettes, les charges, et voilà, est-ce que ça permet d'assumer tout et d'être positif, géré à la fin du mois à la banque. Donc c'est un document qui est vraiment très très important. Et comme on l'a souligné, le but, voilà, c'est de ne pas être négatif, parce que si on est négatif, c'est-à-dire qu'à la banque, ça risque de coincer. Et là, effectivement, on essaie de comprendre ce qui se passe. Il y a peut-être eu un événement dans l'activité d'entreprise, mais c'est important, voilà, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et puis, si possible, voilà, on renforce l'apport, ou voilà, on trouve des solutions pour vous accompagner si c'est très, très provisoire, quoi. Mais c'est important d'avoir cette projection-là avant d'être confronté, gérer une situation où on sait que ça risque d'être tendu parce qu'il y a un effet de saisonnalité. Voilà, c'est surtout la saisonnalité. Merci, Monsieur Saumon. Monsieur Sueur, si vous souhaitez Ah, compléter. oui, en complément de ce que vient de dire Monsieur Saumon, c'est surtout attirer votre attention sur le fait qu'il faut avoir vraiment que nous sommes votre partenaire du quotidien et qu'il faut vraiment anticiper hein, les creux de trésorerie. Donc ça peut être le cas à travers ce plan de trésorerie où on peut l'identifier et on peut en amont prévoir les outils nécessaires pour vous aider. Ça peut être de l'ouverture de crédit, ça peut être du financement court terme, bon, peu importe, mais en tout cas, on peut vous accompagner si c'est identifié. Et puis, bah, si ce plan de trésorerie n'est pas respecté, hein, puisque parfois on émet des hypothèses, et ben que en réalité, on arrive dans une période un peu dure, il faut vraiment prendre contact avec le banquier en amont et expliquer que ça va se tendre. Enfin, nous, on a souvent des clients voilà, qui nous alertent pas. Ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des comptes qui ont une trésorerie négative, donc un compte courant tout simplement qui est négatif. Derrière, vous prenez beaucoup de risques, hein, parce que déjà un risque d'incompréhension du banquier, bah, pourquoi mon client m'a pas prévenu. Deuxièmement, bah, ça peut entraîner des rejets, des interdictions bancaires et compagnie. Enfin bref, voilà, donc nous, il faut vraiment vous sensibiliser au fait qu'il faut qu'on évite d'arriver dans ces situations-là et surtout que nous avons des outils pour vous accompagner dans ces situations de difficulté qui parfois sont sur quelques jours, sur quelques mois. Hein, et plus on sera dans l'anticipation et plus ce sera comment dire, positif hein, pour la relation que vous entretenez avec votre banquier, une relation de confiance. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Merci, Monsieur Sueur. Oui, c'est important de ne pas
si je peux me permettre l'expression, de ne pas faire l'autruche, quoi. Il faut mieux, voilà, tout de suite en parler, voir si c'est ponctuel ou si, voilà, ça peut durer et mettre en place les solutions qui peuvent aider. Et je vais repasser la parole à M. Noulez. Il y a aussi, je pense que vous allez en parler, M. Noulez, dans le plan de trésorerie, cette notion aussi pour ceux qui sont assujettis à la TVA, que cette TVA ne leur appartient pas. Oui, tout à fait. Oui, et Donc, puis, ce sera- en complément de ce qu'évoquait Monsieur Sueur, il est bien aussi de prendre en amont aussi l'information de votre expert comptable sur ce point-là. Donc nous, on est censé avoir l'information pour les clients qui nous délivrent très régulièrement leurs documents et on peut constater que la situation est difficile et on peut aussi accompagner le client dans différentes solutions qui vont être des solutions qui vont se corroborer avec les solutions peut proposer le banquier en termes de financement. Donc, on peut éventuellement solliciter des échelonnements ou ce genre de choses. Donc, c'est aussi important que nous aussi, on soit au courant de la situation. Et effectivement, donc sur le plan de trésorerie, donc cette notion de je ne suis pas propriétaire de la TVA. Donc, votre client donc, va vous effectivement payer toute taxe comprise, mais dans cette toute taxe comprise, il y a la notion de TVA, et cette TVA, vous devez la reverser au Trésor. Donc, il faut absolument en tenir compte dans le plan de trésorerie, puisque dans le plan de trésorerie, je vais effectivement avoir mes produits, mon chiffre d'affaires encaissé qui va être toute taxe comprise. Je vais avoir le paiement de mes dépenses qui vont être également toute taxe comprise. Et la différence entre la TVA sur le chiffre d'affaires encaissé et la TVA donc sur les dépenses payées va être le montant de TVA qu'il faut que je reverse à l'administration fiscale. Donc, exemple tout simple, j'ai 100 de TVA encaissé sur le chiffre d'affaires, j'ai 60 de TVA payés sur les dépenses, la différence est de 40 et ces 40, il faut que je les paye à l'administration fiscale. Donc, généralement, la déclaration de TVA, elle est mensuelle, donc elle peut être annuelle pour ceux qui en font le choix, mais donc il ne faut pas oublier que les 100 encaissés en septembre, donc déduction faite des 60 payés en septembre, et il faut que je paye les 40 au mois d'octobre. Donc, vous voyez, donc c'est pas je les garde et j'attends, c'est dès le mois suivant qu'il faut les verser. Donc ça, il faut absolument aussi l'intégrer dans votre plan de trésorerie. C'est quand même une donnée fondamentale parce que ça peut aussi générer des difficultés parce que malgré tout, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de voir que cette notion, elle n'est pas vraiment intégrée par le client et qui pense que la TVA lui appartient. Merci, Monsieur Noulez, pour ces compléments. Donc, si je peux voilà, poser la question pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, peut-être parce qu'on arrive à la fin de l'atelier, donc peut-être un conseil que vous pourriez donner, peut-être partenaire bancaire, Monsieur Saumon, si vous aviez un conseil par rapport à ce montage financier à transmettre. Donc, non, on a parlé de l'importance de l'apport. Ça a une conséquence, on l'a vu sur les premiers slides, mais ça a des conséquences jusque dans le plan de financement. Donc, vraiment, bien comprendre l'apport, comprendre l'équilibré. Et puis, voilà, savoir que c'est une des clés de réussite avec le financement de la banque pour que les premières années se passent bien. Après, je reviens, c'est du dialogue. Je dirais, il faut parler beaucoup avec son comptable quand on construit le prévis. Il faut poser un maximum de questions. Avec chance, votre comptable, il a peut-être un confrère qui fait le même business que vous, donc il a des notions effectivement de rentabilité, de charge, et il va vous aider à bâtir le prévis. Donc du dialogue avec le comptable. Il ne faut pas avoir peur de l'expert comptable, il faut lui poser toutes les questions. On démarre dans l'activité, c'est vraiment un partenaire, au même titre que le banquier. Et voilà, comme disait le confrère, c'est de venir nous voir. Si on sent qu'il va y avoir un trou d'air, j'ai un gros client qui tarde à me régler, ça risque de me mettre en difficulté. Je n'avais pas anticipé, doublement d'une matière première, et pareil, ça risque de me mettre en difficulté, donc je répercute ça sur mes prix. L'histoire de la TVA, c'est effectivement des cas vécus. On a des auto-entrepreneurs qui passaient en statut entrepreneur individuel et qui n'étaient pas habitués à payer la TVA, et ça peut complètement chambouler le plan de trésorerie. Et voilà, après, on est partenaires, on est là ensemble pour essayer d'anticiper et après chercher les solutions pour que ça se passe pour le mieux, quoi. Donc surtout du dialogue, poser un maximum de questions, se projeter, gérer à trois autour de la table. Et après, on est là pour vous Merci, Monsieur accompagner. Saumon. Merci beaucoup, Monsieur Sueur.
Bon, je vais paraphraser hein, si je prends si je prends la parole, mais non, mais sans problème, un peu d'humour là-dessus, mais voilà, c'est surtout la relation bancaire en fait qui est importante là-dedans. C'est le niveau de confiance que vous avez entre vous, votre banquier et votre comptable. C'est une relation à trois et chacun doit être au courant, on va dire, des tenants et des aboutissants. Et quand c'est fait, hein, ça fonctionne très très bien puisque vous avez accès à toutes les aides pour pouvoir réussir votre entreprise. Voilà, puis n'ayez pas peur c'est parfois un peu, les porteurs projets ne savent pas toujours comment aborder le partenaire bancaire. En tout cas, il faut le contacter. Il y a l'aspect financement d'un projet, mais il y a aussi le quotidien, hein, puisque tout entrepreneur a besoin d'avoir un compte bancaire. Donc, voilà, pour gérer ses flux. Donc, vous êtes vraiment des acteurs vraiment du quotidien de l'entreprise. Et comme vous l'avez très bien dit, il faut qu'il y ait de l'échange et une relation de confiance. Monsieur Noulet, si vous souhaitiez aussi peut-être donner un conseil, et ensuite, il n'y a pas de questions pour l'instant. Surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes, hein. Il y avait quand même de la technique ce matin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant que M. Noulez apporte un conseil. Ensuite, je présenterai donc les derniers ateliers du mois. Merci. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce qu'évoquait M. Saumon, on dispose, nous les experts comptables, d'analyses sectorielles. Alors, c'est quoi les analyses sectorielles? En fait, c'est des indicateurs par métier, par activité, qui nous permettent de savoir combien fait de marge une boucherie, combien combien fait de chiffre d'affaires un employé d'un salon de coiffure pour pouvoir rentabiliser mon activité, etc., etc. Donc ça c'est des éléments qu'on va utiliser pour pouvoir bâtir votre prévisionnel. Donc on sait que si effectivement vous reprenez un salon de coiffure et qu'il y a des salariés, il faut que le salarié il fasse à minimum 60 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe minimum par an pour pouvoir assurer une rentabilité. Vous voyez, donc on a ces notions-là qui permettent de construire au mieux le projet. Et puis, aussi, donc, vous avez différentes personnes qui peuvent vous accompagner, hein. Vous avez l'initiative Somme France Active Picardie qui font l'accompagnement créateur et qui peuvent vous orienter par rapport au dossier Créa-Somme qu'on a vu à bâtir votre projet. Et chez les experts comptables, vous avez le même dispositif, hein. Donc, c'est Business Story, hein. Donc, il suffit que vous alliez sur Internet donc, et vous tapiez Business Story et vous allez avoir la liste des experts comptables près de chez vous qui sont prêts à vous offrir des prestations gratuites dans le cadre donc de la création de votre projet, hein. Donc, il y a il y a en fait 12 points relatifs à la création d'entreprise et sur 12 points, en fait, vous pouvez avoir 3 points qui sont offerts par un expert comptable. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce service parce que c'est un élément qui peut être intéressant pour vous. Donc, c'est quand même fondamental. Donc, mais en fait, globalement, quand on veut faire une conclusion générale, c'est fait de vous accompagner. Exactement. Merci, Monsieur Noulez, de ce mot. Voilà, effectivement, j'allais rebondir. Faites-vous accompagner. Donc, il y a les professionnels hein, qui vous entourent. Il y a donc nous en tant que financeurs, mais on a aussi nos partenaires du territoire hein, qui se rassemblent au sein de la Maison des entrepreneurs, donc Chambre de commerce et d'industrie, Chambre de métier et de l'artisanat, BGE, donc des structures qui sont là pour vous accompagner dans les premières étapes de l'élaboration de votre projet, du plan d'affaires, pour arriver chez les professionnels avec quelque chose de réfléchi, de défini et de structuré, hein. Donc, si je synthétise cet atelier, donc un plan de financement pour aborder, qui doit répondre quelque part à la faisabilité, hein. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais trouver les ressources nécessaires à lancer ce projet? Est-ce qu'elles sont suffisantes et sécurisées? Un compte de résultats prévisionnel qui doit répondre à la question suivante, c'est est-ce que mon projet est rentable? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais pouvoir faire vivre cette activité et rembourser hein, mes partenaires financiers qui ont cru à mon projet et qui ont accepté de me financer? Et effectivement, le plan de trésorerie qui est votre quotidien, qui est un outil vraiment de gestion que vous n'allez pas toujours avoir le nez dans vos tableaux, mais en tout cas d'avoir des clignotants. Hein, est-ce que je suis au vert, est-ce que je suis au rouge? Et pouvoir donc rebondir et avoir votre capacité d'adapter hein, votre activité, de modifier les choses, de refaire de la com au fur et à mesure donc de l'avancement de cette activité. Et le but étant de tenir le plus longtemps possible et d'en avoir la satisfaction, hein. Donc en tout cas, merci à nos intervenants. Je crois qu'il n'y a toujours pas de questions. Je surveille
Voilà, donc Elodie, toujours pas de questions. En tout cas, j'espère que nous avons été clairs. En tout cas, merci de votre participation à tous. Et pour ceux que ça intéresse, donc d'autres webinaires donc la semaine prochaine. Donc venez nous rejoindre, hein. Donc le mardi 17 octobre à 11 h, j'ai besoin d'un financement, quelles ressources? Et là, on va vous présenter toutes les ressources possibles, hein, pour financer un projet. Nous aurons de nouveau nos partenaires bancaires qui vont nous expliquer que, voilà, ce qu'ils peuvent proposer comme outils, hein. Et de notre côté, moi, je vous présenterai effectivement nos outils et aussi les outils autres qui peuvent aller être cherchés. Donc, quelles sont les aides les plus courantes? Le mercredi 18 octobre à 11 h, nous aurons un focus sur l'économie sociale et solidaire et sur l'entrepreneuriat engagé. Donc, c'est quand même un sujet qui est fort d'actualité, hein. Donc, de travailler parfois autrement, avec des valeurs. Donc, venez découvrir qui sont donc les accompagnateurs et les outils, hein, de financement de ces secteurs d'activité que sont l'économie sociale et solidaire. Donc, ça peut être des associations employeuses, de l'insertion, des coopératives, mais les entrepreneurs engagés donc, sont aussi, on peut nous les financer à tout stade de vie. C'est dès qu'on a des valeurs sociétales ou environnementales ou territoires, donc pour venir découvrir donc voilà, ces valeurs autour de l'économie sociale et solidaire. Le vendredi 20 octobre, dernier atelier également 11 h, donc vous allez découvrir donc tout l'écosystème d'accompagnement, la dynamique REF 3, donc proposée par la Chambre de commerce Hauts-de-France. C'est donc d'accompagner les entrepreneurs justement dans la transition énergétique. C'est quand même très important aussi actuellement, hein, tout ce qui est lié aux énergies durables. Donc nos collègues de REF 3 vont vous présenter donc ce qui est à disposition des entrepreneurs, que ce soit en création, soit pour les entrepreneurs installés, mais aussi vers le monde associatif. Donc, tout ce qui peut être mis en œuvre en matière de conseil, d'accompagnement, d'incubateur, de financement autour de tout ce qui est transition durable. Donc, venez nous rejoindre à ces webinaires. Sur les ateliers prochains, donc la semaine prochaine, nous aurons donc un atelier sur la communauté de communes des villes sœurs, donc sur la création d'entreprises, des aides disponibles sur le territoire, mercredi 17 à 14 h. Ensuite, le jeudi 19 à 10 h, comment financer mon projet rencontre avec les banquiers et partenaires du financement du territoire. Ça sera sur Poix-de-Picardie, à la communauté de communes Somme Sud-Ouest, donc 2 ateliers en présentiel, hein. Donc profitez, hein, des rencontres en direct avec nos partenaires financiers, donc banquiers et partenaires des territoires les comités de communes, hein, peuvent vous apporter des outils aussi localement. Et puis donc notre dernier atelier qui est plutôt donc du témoignage. Donc je vous invite tous à nous rejoindre le jeudi 19 octobre à 17 h dans les locaux de l'IAE à l'UPJV, hein, donc Paul Cathédrale à 17 h pour donc partager les témoignages de jeunes de moins de 30 ans qui ont osé donc voilà, plonger dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, n'hésitez pas à venir les écouter. Nombreux partenaires également d'accompagnement seront présents et vous pourrez aussi avoir un temps d'échange si vous le souhaitez avec ces partenaires, avec nos partenaires aussi bancaires qui nous ont soutenus pendant le mois et donc experts comptables. Donc, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et je vous remercie tous pour votre attention. Merci, Monsieur Saumon, merci, Monsieur Sueur, merci, Monsieur Noulez. Et donc, à la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous et bon courage dans la création. Non, juste je vous fais le retour. Webinaire très clair. Merci pour votre temps. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Brémond. Donc, à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.